mais tu peux faire la dépression. C'est un peu comme l'accouchement, tu vois. Ouais. C'est vraiment sur la fin, là, que tu dois pousser pour que ton projet puisse sortir, en fait. Et je vais pas te mentir, j'ai pris une claque. C'est-à-dire que j'ai pris une grosse claque. Je me suis fait seule. Self-made. Alors, bienvenue sur le podcast On the Path to Greatness. Alors, aujourd'hui, j'ai Rachel Rickson, a.k.a. Lucika, chef d'entreprise, experte des réseaux sociaux. Tu as créé le réseau international des femmes, Les Intentionnelles. En plus de ça, tu as une chaîne YouTube. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu ne fais pas? Très bonne question. Hello Marie, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est un vrai plaisir d'être là. C'est un plaisir pour moi. Et j'ai hâte qu'on puisse partager de belles choses à toute ton audience. Donc, moi, je suis Rachel Rickson, aka Lucika, comme tu as dit, et je suis créatrice de contenu entrepreneur. Et effectivement, la fondatrice du réseau international Les Intentionnelles. Ok, alors tu lances ta première vidéo YouTube, je pense qu'il y a presque 8 ans. Alors, c'est quoi l'étincelle qui vient justement au moment où tu te dis, bon, je vais filmer, si je me souviens bien, c'est un vlog à Paris. Oui. Et alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller prendre cette vidéo à une époque? Parce qu'il y a 8 ans, bon, YouTube, c'était pas encore forcément quelque chose, ça avait pas fait boom en fait comme aujourd'hui. Donc, tu étais un peu avant-gardiste, quoi. C'était quoi l'étincelle et qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre sur les réseaux sociaux à ce moment-là? Oui, alors je me suis mise sur YouTube quand je passais en seconde. Donc c'était vraiment à la rentrée, c'est-à-dire en septembre 2016. Et je me souviens, en fait, moi, ma transition entre le collège et le lycée était vraiment distincte dans le sens où j'étais vraiment dans un état d'esprit de changer ma vie. Donc c'était à ce moment-là que j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos de développement personnel sur YouTube, etc., que je lisais beaucoup de livres. Vraiment depuis le lycée avant et tout, je lisais beaucoup de livres. Et je pense que ça a vraiment créé quelque chose en moi et ça a forgé un peu ma personne à ce moment-là et ça m'a poussée à avoir cette audace de te me lancer sur YouTube. Parce que je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube des Américains et là-bas, c'était très en vogue déjà YouTube. Donc, je me suis formée en autodidacte pour maîtriser le montage vidéo, les prises de vue, etc. Jusqu'à finalement publier ma première vidéo sur YouTube. Du coup, à cette époque-là, tu suivais qui un peu au steak comme YouTubeuse? C'était plus des hommes ou des femmes? Des femmes. Des femmes, ok. Je suivais My Life as Eva. Alors, je pense qu'elle a changé de nom sur YouTube. Je vois pas qui c'est. Mais c'est que des Américaines, genre vraiment les Américaines qui étaient très présentes, qui faisaient des séries Back to School aussi beaucoup à l'époque. Ok, je vois. J'ai plus tout leur nom en tête, mais vraiment, c'était elles qui m'avaient beaucoup inspirée. Ok, à faire ce que tu faisais. Et quand tu as commencé, du coup, j'imagine tu avais un cercle de copines, des filles peut-être qui t'aidaient à tourner tes vidéos, qui t'accompagnaient, peut-être là où tu allais et tout. Est-ce que ce sont les mêmes copines que tu as encore aujourd'hui? Alors non, mon entourage il a beaucoup évolué entre quand je me suis lancée sur YouTube et maintenant, tout simplement parce qu'après ma seconde, j'ai changé de lycée. Ok. Et toutes les personnes avec qui j'étais en seconde, qui étaient là quand je lançais ma chaîne YouTube et tout, c'est parce qu'on venait du même collège. Et moi, en passant en première, j'ai décidé de changer de lycée. Donc ça fait que ça crée un peu une fracture. Il y en a, on est encore en contact vite fait et tout. Mais en tout cas, c'est pas des personnes qui font aujourd'hui partie de mon cercle proche. Ok, donc, je vois. Voilà. Mais du coup, quand vous discutez, elles te disent pas, mais Rachel, regarde ce que t'es devenue. Elles sont pas un peu starstruck, genre t'es devenue, tu fais des conférences, tu voyages partout dans le monde. Ça impressionne, ça. Et tes amis, tes amis, les personnes que tu fréquentais avant, comment elles le prennent? Elles sont plus dans les félicitations? Vous avez de bons rapports ou comment ça se passe? Ouais, on a de bons rapports. Donc c'est certaines des fois qui vont tomber sur mes réseaux sociaux et qui vont dire « Oh Rachel, tu dates et tout, ça fait longtemps, bravo pour ce que tu fais et tout. » Donc on a gardé quand même de bons rapports. Après, c'est vrai que ça fait longtemps. Ouais, c'est clair. Mais on a gardé de bons rapports. Et du coup, je vois sur Instagram que tu es revenue à Lucika. Alors, est-ce qu'il y a une explication derrière ça ou pas? Alors oui, du coup, j'ai changé plusieurs fois de pseudo sur les réseaux sociaux. Enfin, plusieurs fois. On va dire que là, le changement qu'il y a eu, c'était quand je suis passée de Rachel Lucika à Rachel Rickson. Et après, quand je suis repassée de Rachel Rickson à Lucika. Ok. Donc ça, comme j'ai dit dans ma story, ça sera dans le livre que je sortirai en 2031. Ah ok, elle est auteure aussi, donc achetez le livre bientôt. 2031, c'est 2031. ça? Ok, mais tu as déjà sorti un livre avant? Oui, effectivement. D'accord, et du coup, en plus de faire tout ça, tu es aussi auteur. Et d'un point de vue de ta gestion justement du temps et de ta structure, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai mes habitudes quotidiennes. Donc, j'ai commencé à écouter et lire des livres sur les habitudes il y a très longtemps parce que très tôt, j'ai compris que c'était super important.
Et dans ma foulée, quand je regardais des vidéos de développement personnel sur YouTube et tout, ça faisait partie des premières choses vraiment que j'ai apprises. Vraiment, les habitudes, c'est ça qui fait ta réussite ou non, en fait, C'est dans un clair, c'est domaine, clair. etc. Donc, très jeune, j'ai vraiment appliqué l'habitude de notamment me lever tôt. Après, Hmm. bon, moi, je suis naturellement, entre guillemets, une lève-tôt. C'est pas quelque Ok, chose ok. qui m'est Ça difficile. tu te forces pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Hmm. C'est pas un calvaire pour moi que de me lever tôt. Je pense que j'ai aussi appris Hmm. à me lever tôt. Et peut-être que maintenant, j'ai tellement l'habitude que je me dis ça. Mhm. Mais en tout cas, c'était très intentionnel de ma part que d'apprendre à me lever tôt parce que justement, le fait de me lever tôt, ça me permettait d'avoir une certaine routine du matin qui est vraiment, en fait, un peu mon socle, qui me permet d'avoir des habitudes bien déterminées et qui me permet aussi de bien anticiper mes journées, de bien m'organiser, parce que vraiment, l'organisation, c'est la C'est la base. clé, Je ouais. pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ce à quel point le temps qu'on a entre nos mains est précieux et donc forcément être intentionnel dans sa manière de gérer notre temps. C'est Parce clair. que voilà, franchement, on ne sait pas de quoi demain est fait en Mhm, fait. mhm, mhm. Donc il faut vraiment gérer le temps qu'on a entre les mains pour faire tout ce qu'on est appelé à faire tant qu'on est là sur Terre. Du coup, toi, t'es plus, tu crois à le Miracle Morning? 5 a.m., Oui, tout ça, c'est ton truc. T'es effectivement, réveillé à 5 heures du voilà, matin. Ok, je exactement. comprends. Parce qu'en vrai, je regardais un peu, il y avait une théorie comme quoi, dépendamment des gens, il y a des gens qui, c'est vrai, qui sont faits pour le matin. Quand ils se lèvent le matin, c'est là qu'ils carburent. Ils ont vraiment cette force. Ils arrivent à être super productifs. Et il y a des gens, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que je connais quelqu'un, elle, elle est entrepreneur aussi, mais elle va jamais se lever, même à 10 heures, c'est trop tôt pour elle. Elle va se lever toujours vers 14 heures, 15 heures, mais par contre, la nuit, c'est une chouette. C'est-à-dire que toute la nuit, elle va travailler, travailler, et c'est là où je me rends compte que, parce que moi aussi, je suis une personne, je suis plutôt matinale. Je vais peut-être pas me lever à 5 heures, à une époque, je faisais ça, mais comme on dit, ça m'a laissé, tu vois, et j'ai dû passer à autre chose, trouver peut-être un rythme qui allait mieux aller pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on est entrepreneur, on consomme justement du contenu d'entrepreneur. On va souvent avoir cette pression-là de tout le monde, levez-vous à 5 heures, ceux qui se lèvent pas à 5 heures. On a tous les mêmes 24 heures. Tu vois les vidéos de motivation qui vont te crier dessus dès le matin. Et puis, quand t'es pas habitué à ça, ça te brusque en fait, tu vois. Mais c'est important de voir que tout le monde a son rythme. Et franchement, moi en tout cas, je suis pour le réveil à 5 heures. Voilà, même si c'est pas facile, je pense qu'après, t'as plus de temps dans la journée, Ouais. quoi. Non, mais après, c'est clair, il faut vraiment se connaître. Et après, moi, je parlais tout à l'heure du développement personnel et tout. Mais quand je remonte, en vrai, c'est aussi très culturel. Moi, je Mhm. suis née au Congo, à Brazzaville. Et en soi, je pense que je me lève plus tôt. Enfin, je me lève tôt depuis très longtemps parce que là-bas, c'est un pays où les personnes ont l'habitude de se lever quand le coq Quand chante, le en coq fait. chante, les gens sont Quand- debout, hein. Voilà, c'est ça. Je me souviens même que parfois, avant d'aller à l'école primaire, des fois, voilà, on se réveillait pour faire certaines tâches, etc., pour balayer la cour et tout. Mhm, Et on fait ça très, très tôt le matin, vraiment, juste avant que le soleil se lève ou pendant que le soleil est en train de se lever. mhm. Et ça fait partie de la culture. Donc, même ma mère à la maison, elle se lève très tôt. Bon, elle, c'est surtout pour prier, hein. Elle se lève très tôt et tout. Donc, du coup, en vrai, ça fait partie des habitudes de, how I was brought up, like, Mhm. even as a kid. Donc, je pense que ça aussi, ça compte et c'est super important de bien se connaître quand on veut choisir ses habitudes parce que l'idée, c'est pas de vivre la vie d'une autre personne. Il faut Exactement. vraiment avoir son rythme et voilà, se connaître, savoir notre but et tout avec tout ce qu'on Ouais, fait. c'est ça. Quand on est entrepreneur, il faut être authentique, en fait. Il faut être Exactement. authentique. Je pense que c'est l'authenticité qui va vraiment faire toute la différence entre quelqu'un qui essaye d'être entrepreneur et quelqu'un qui l'est vraiment. Parce que quand tu commences à agir comme quelqu'un qui ne te ressemble pas, justement, c'est là que tu vas commencer à prendre les mauvaises décisions. Tu vas pas suivre ton intuition. Tu vas voir quelqu'un d'autre et tu vas te dire, je vais être comme cette personne-là et tu vas suivre cette personne-là. Et du coup, ça va même ta manière de communiquer avec les gens va en pâtir parce que quand on va te parler, on va sentir que en fait, il manque un truc. Il y a une Mm. authenticité qui manque derrière ça, tu vois. Exactement. Et ça, c'est super, super, super important de bien, bien, bien se connaître. Donc, quand on est entrepreneur, il y a un travail, en fait, de développement personnel toujours à faire, que ce soit d'un point de vue des émotions, des traumatismes, etc. C'est pas juste se lever, chercher à faire l'argent du matin jusqu'au soir. Non, c'est vraiment, it's a journey, comme on dit. It's a journey. Et du coup, tu me disais que ta mère, elle se lève pour prier le matin. Donc, j'imagine que Dieu a une grande place, en fait, dans ta vie entrepreneuriale. Donc, comment est-ce que tu fais pour mettre les deux ensemble, c'est-à-dire ta foi et en même temps tous tes projets? Parce que les niveaux de confiance qu'on met dans nos projets, souvent on se dit qu'on va aller
têtu, en fait, on va juste vouloir faire ce qu'on veut et on va pas forcément toujours attendre la réponse et attendre, confier, mettre entre les mains du Seigneur. Donc toi, un peu, c'est quoi ton processus? Ouais, alors, il y a un verset qui dit qu'il y a des desseins dans le cœur de l'homme, mais que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Et je pense que Amen. c'est très, très vrai. Dans le sens où des fois, on peut avoir des idées, parce Mhm, on est fait comme ça. mhm, Tous les mhm, jours, il y mhm. a des pensées qui nous traversent, on a des idées, etc. Mais il faut vraiment savoir, en fait, sélectionner qu'est-ce qu'on doit faire précisément à une période selon ce qu'on reçoit. Donc, du coup, moi, j'ai déjà vécu les conséquences de faire des choses que Dieu m'a pas envoyées. Ah ouais, ça fait mal, hein. Ça J'ai fait vu, mal. j'ai vécu. Donc, en fait, quand tu as vécu une période comme ça où tu es parti faire quelque chose que Dieu t'a pas envoyé et que tu vois les retombées, tu vois les conséquences, tu te dis, ah ouais, Tu non retombes là, plus là-bas. voilà, c'est ça, plus jamais je fais un truc où vraiment j'ai pas la confirmation de Dieu, où j'ai pas en fait vraiment cette conviction-là de faire quelque chose. Donc, du coup, oui, forcément, pour moi, c'est super important de confier chaque chose qu'on fait, chaque idée qu'on a, de les soumettre, de vraiment prier sur ça, de vraiment demander la volonté de Dieu et de tout soumettre, en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment la base. Pour moi, je pense que, en vrai, l'entrepreneuriat, alors peut-être que tout le monde ne va pas partager mon avis, mais moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est très spirituel. Non, je Dans suis le d'accord sens avec toi. où, dans l'entrepreneuriat, en fait, si t'as pas vraiment une foi solide, genre un roc, quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer, mais tu peux faire la dépression. Tu peux faire des dépressions Tu de peux fou. faire des dépressions De facilement parce que fou. l'entrepreneuriat, c'est tellement. C'est pas simple en fait. C'est pas simple. C'est comme si tu partais à la conquête de territoire. C'est comme si tu combats des combats invisibles. Toi-même, tu sais pas. Tu sais même pas ce qui t'attend devant là, mais tu es là en fait. Exactement. Donc du coup, pour moi, faut vraiment être pareil. Il faut vraiment avoir Dieu pour base et vraiment s'appuyer sur sa parole, s'appuyer sur lui et être fortifié, renouvelé par lui parce que sinon, c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est Non, c'est chaud. chaud, c'est chaud. Et c'est vraiment être entrepreneur. It's really, really, really a journey. Je pense que j'ai entendu quelqu'un dire ça, que la foi, en fait, c'est marcher vraiment à l'aveugle. Et tu vois, quand tu marches la nuit, ou bien quand tu conduis même la nuit, tu vois pas ce qu'il y a à des kilomètres et des kilomètres. Exactement. Tu vois que ce que tes phares Tu vois que ce que tes phares te Voilà. montrent, en fait, tu Mm. vois. Et c'est justement ça la foi, en fait. C'est que tu avances en ayant confiance que le prochain kilomètre, en fait, qui va se dévoiler, ce sera tout simplement entre les mains de Dieu. Et puis, c'est ça le chemin que tu es censé prendre, en fait. Et du coup, c'est pas toujours facile parce que comparé, du coup, au salariat où, bon, voilà, tu t'attends un peu à tout ce qui va t'arriver. Voilà, tu sais, j'arrive, peut-être j'aurai une promotion, peut-être pas, mon salaire, il tombe tel jour, etc. L'entrepreneuriat, on est là, seulement on se cherche, il y a des hauts, il y a des bas et tu vis, en fait, avec toutes ces montagnes russes, en fait, tu vois. Et du coup, en parlant d'entrepreneuriat, parce que quand tu es youtubeuse, avant d'arriver au moment où, voilà, je suis entrepreneur, Mm. il y a eu quand même il y a eu une journey, il y a eu un chemin. Mm. Et tu es arrivé, je pense, à ton premier business. Je pense que c'était un planeur que tu avais Oui, commencé. exactement. Alors, raconte-moi, c'était quoi un peu l'émotion quand tu sors ton premier bébé, ton premier enfant? Mm. Alors, les émotions que j'ai ressenties, c'était beaucoup l'excitation. Beaucoup d'excitation que J'étais c'est? contente parce que c'était l'aboutissement d'un projet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs mois. Et c'était aussi un projet qui correspondait à ma personne, à ma communauté, etc. Donc voilà, le premier e-commerce que j'ai lancé, du coup, c'était en 2020. Et c'était du coup les planeurs intentionnels que j'avais conceptualisés moi-même de A à Z, que j'avais fait imprimer de manière en auto-édition. Mhm. Donc voilà, j'étais très contente. Voilà, c'était tout simplement ça, hein, franchement. Et le Voilà. processus, du coup, entre le moment où l'idée vient et qu'elle voit le jour, ça t'a pris pas combien de temps? Parce qu'il n'y a pas vraiment un temps spécifique, c'est sur la durée vraiment, mais c'était le temps que ça t'a vraiment mis pour au moins avoir le côté, l'aspect physique Mm. du Bah, planeur. franchement, quand j'étais en train de créer mon planeur, je faisais que travailler sur ça. D'accord, ok. C'est-à-dire que, bon, en parallèle de la création de contenu, c'était vraiment la chose sur laquelle j'étais focalisée. Donc, je me souviens même que pour la création du site, j'avais passé une nuit entière dessus parce que, du coup, je voulais ouvrir le site à une certaine date et la date approchait. Donc, j'avais fait toute une nuit blanche où j'avais fait mon Ah site. ouais, ça. Moi-même, j'avais retravaillé dessus et tout. Donc, voilà, j'étais vraiment à fond sur ça. Et ça me rappelle vraiment à quel point le fait d'être focalisé sur un projet ou une chose quand on a vraiment à cœur de la sortir, genre, c'est un peu comme l'accouchement, tu vois. Genre, Ouais. c'est vraiment sur la fin, là, que tu dois pousser pour que ton projet puisse sortir, en fait. Donc, c'était vraiment ça. J'étais très focalisée sur ça. Tout l'été, j'avais vraiment beaucoup travaillé sur ça.
Et voilà, enfin, c'était... Ouais, ben du coup, je te comprends parce que l'année dernière, j'ai sorti un e-book qui s'appelle On the Path to Greatness aussi, qui est le même nom que le podcast. Du coup, le podcast, c'est un peu la continuité de ce que j'avais écrit. Et je me suis en fait retrouvée dans comme un tourbillon. C'était vraiment comme, c'était syndrome de la page blanche. En fait, je savais plus quoi écrire parce qu'en fait, je m'étais perdue dans tout ce qui était trop structurel. Dans le sens où c'était vraiment le site, oh, il faut que le site il soit parfait, il faut que ma communication elle soit parfaite, il faut que je puisse faire mon contenu tous les jours, etc. Et au final, je m'étais éloignée justement de l'écriture et vraiment du message que je voulais transmettre. Alors du coup, ça m'a pris du temps et du temps et du temps. Et au final, la deadline, elle n'est même pas venue de moi. Ce sont mes proches qui ont dit, OK, ce jour-là, tu sors ton e-book, tu n'as pas le choix. Si tu fais pas là, tant pis pour toi, en fait, abandonne le projet. Du coup, pareil, nuit blanche sur nuit blanche sur nuit blanche sur nuit blanche. Ça a fini par sortir. Mais c'est vrai que quand tu es entrepreneur et justement, tu n'as pas un PDG au-dessus de toi pour te dire, à tel jour, tu fais ça, c'est ta deadline, etc. Ben, la discipline, elle doit venir de toi, en fait. La discipline, elle doit venir de toi. Tu dois toujours t'auto-discipliner et garder le focus, en fait. Garder la vision. Garder la vision. Comme tu dis toujours, garder la vision. Du coup, toi, c'est quoi un peu tes tips pour rester discipliné? Ouais. Pour ne pas perdre ton focus. Oui, alors, premier tips pour rester discipliné, c'est premièrement d'avoir une vision. De savoir où est-ce qu'on va. Parce que franchement, en fait, sur le chemin, quand tu es sur un chemin, tout court, que tu aies une vision ou pas, en tous les cas, on est sur un chemin. Donc, déjà, vaut mieux avoir un chemin qui mène quelque part. Exactement. Quand tu es sur un chemin, il y a tellement de choix, d'options qui peuvent être proposées. C'est-à-dire que même quand tu prends la route physique, tu es sur l'autoroute, il y a tellement de panneaux. Il y a un panneau qui te dit allez à tel endroit, allez à tel endroit, il y a les sorties, etc. Si tu sais pas où tu vas, tu peux slalomer entre les routes. On ne sait pas trop ce que tu fais, en fait. Et du coup, ça fait que tu restes pas dans ton chemin, en fait. T'es pas discipliné parce que tu ne sais pas où tu vas. C'est beaucoup plus difficile de rester discipliné quand on sait pas où on va. Alors que quand on a vraiment un objectif à atteindre, quand on a vraiment voilà, une vision long terme, on sait où on va, c'est beaucoup plus facile de dire non à certaines choses. Parce que rester discipliné, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste, oui, se lever à 5h du matin, faire ceci, cela et tout, faire sa morning routine. Non, la discipline, ça va bien au-delà de ça. La discipline, c'est savoir dire non des fois à des très belles opportunités parce que c'est pas en alignement avec ta vision. Wow. J'ai vécu ça il y a pas très longtemps et en vrai, c'est vraiment... En fait, des fois, tu as des très très belles choses qui se présentent à soi, mais tu es obligé de dire non, je peux pas. Parce que tu sais que c'est pas en alignement avec ce que tu dois faire. Tu sais que c'est pas ce que tu dois faire à ce moment précis, en fait. C'est savoir dire non aussi à certaines relations. C'est savoir aussi dire non à certains, peut-être, loisirs. Parce que là, tu es dans une période où tu dois te concentrer sur telle ou telle chose. Par exemple, on parlait de nuit blanche tout à l'heure. Mais des fois, en fait, même dans la structuration de ta journée, tu sais que, OK, moi, je peux pas m'amuser à voir mes amis, mes potes tous les soirs. Je peux pas m'amuser à aller en soirée et tout parce que, en fait, j'ai tel projet sur lequel je dois travailler. J'ai mes objectifs qui sont déjà... Exactement, je sais où je vais. Donc, c'est vrai que je vais pas accorder autant de temps à telle ou telle chose, etc., qu'une autre personne. Après, bien sûr, il faut toujours garder un équilibre. Mais c'est sûr que quand tu as une vision, quand tu as tes objectifs de définis, tu as beaucoup plus la capacité à être sélectif dans tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois choisir. En fait, partout où tu as des choix, tu es beaucoup plus sélectif parce que tu sais où tu vas, parce que tu sais ce que tu recherches, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes au niveau professionnel, que ce soit dans ta manière de gérer ton temps. En fait, pour moi, la discipline, c'est vraiment savoir dire non pour justement rester en alignement, pour dire oui à ce qui correspond vraiment à ta vision. J'entendais dernièrement dans un contenu, je sais plus lequel, mais ça disait Your yes has to be expensive. En mode, ton oui doit coûter cher. C'est-à-dire que quand je dis oui à quelque chose, c'est vraiment un oui total, en fait. Parce que des fois, quand justement on n'est pas si discipliné dans notre manière de faire les choix, des fois on va dire oui à des choses, on va dire oui à des personnes, et puis on se retrouve dans des situations vraiment rocambolesques parce qu'on a dit oui à X, Y personnes. Exactement. Alors que c'était pas ce qu'on était censé faire, en fait. Et du coup, ça veut dire que quand on dit oui, il faut vraiment dire oui dans son entièreté et oui aux choses qui sont en alignement avec notre vision, avec nos objectifs, avec là où on va. Et au contraire, il faut être beaucoup plus capable... il faut dédramatiser le fait de dire non à certaines choses, à certaines opportunités, à certaines personnes, à certaines offres, à certaines possibilités, en fait. Et ouais, c'est pas... c'est au quotidien, dit comme ça peut paraître simple, mais au quotidien, pratiquer, des fois, c'est pesant, ça peut être difficile, mais pour moi, c'est vraiment là aussi la clé de la discipline. Voilà, c'est pas juste se lever à je sais pas quelle heure et tout. Voilà, c'est vraiment
être en alignement avec tous ses choix. Je comprends parfaitement, mais ça, c'est dur, ça, pour un entrepreneur. On te propose un gros chèque, là, pour une entreprise, te dit, voilà, j'ai besoin de toi pour travailler sur ça, mais c'est pas en alignement avec ce que je veux faire, là, mais c'est comme si tu avances, mais tu as une partie de ton cœur qui est restée derrière, là. Ça fait vraiment mal, hein. Ou même l'alignement avec les valeurs, parce que C'est je vrai. parlais de contrat et quand tu as dit ça, ça m'a rappelé quelque chose, mais des fois, quand tu es entrepreneur ou que tu es créateur de contenu, peu importe ce que tu fais, des fois, tu peux avoir certaines opportunités qui ne sont pas en alignement avec tes valeurs. Donc, quand je dis pas en alignement avec tes valeurs, c'est que on te propose une somme d'argent, mais la manière de faire les choses, c'est pas du tout en alignement avec tes principes. Ça respecte pas en fait. Voilà, tout simplement les principes par lesquels tu fonctionnes. Alors bon, généralement, quand on dit ça, c'est pour des choses qui sont pas très saines, etc., peu importe à quel niveau. Et aussi, être capable de dire non à ce genre d'opportunité, c'est une forme de discipline. Parce que du coup, des propositions comme ça, des propositions qui ne sont pas en alignement avec tes valeurs, ben, il y en aura toujours en fait. Exactement. Il y en aura toujours en tant qu'entrepreneur. Surtout que quand on est entrepreneur, souvent, il y a aussi le motif de l'argent. Alors, c'est sûr qu'on ne fait pas tout pour l'argent, mais quand on est entrepreneur plutôt que quand on est salarié, l'argent est quelque chose qui rentre beaucoup plus en compte parce que notre entreprise tourne avec l'argent. On vit de ça, en fait. S'il n'y a pas ça, là, on ne mange pas, en fait. Exactement. Donc, ça veut dire que dès lors que de l'argent est en jeu, on est beaucoup plus sensible. On est plus émotif, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que quand il y a une proposition, quand il y a un contrat, etc., on va commencer à être un peu plus laxiste et tout. Mais non, en fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir de la discipline. Et c'est là aussi que vient l'importance de l'entourage dans la discipline parce que avoir un bon entourage, ça aide beaucoup à rester discipliné. Des fois, toi, tu vas vouloir faire un choix, mais quand tu vas le soumettre à une personne qui va te donner des conseils avisés, toi-même, tu vas te dire, mais en fait, non, le choix que je m'apprêtais à faire, peut-être que c'est pas ça. Ou la manière dont je voulais faire les choses, peut-être que c'est pas comme ça. Et c'est super important de se faire conseiller, de se faire accompagner, d'avoir un entourage, alors que ce soit l'entourage vraiment proche de proximité, etc., mais aussi l'entourage professionnel, entre guillemets, quand on développe un projet. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans forcément se faire accompagner, que ce soit par les structures qui peuvent exister. Je sais qu'en France, il y a tellement de structures. Il y a beaucoup d'aides en France. Voilà, qui existent pour accompagner les entrepreneurs, même gratuitement, en fait. Alors vraiment, en France, quand on se lance comme ça, sans vouloir se faire accompagner, c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses qui sont mises en place. Donc voilà, tout l'accompagnement professionnel, mais aussi l'entourage proche, l'entourage personnel, parce que des fois, voilà, c'est vraiment important d'avoir un regard extérieur sur certaines choses qu'on peut faire, ne pas vouloir s'enfermer, rester dans son cocon, vouloir faire les choses tout par soi-même, etc. Genre vraiment, faut pas être comme ça, ne vouloir l'aide de personne, etc. Et tout, non, parce que y a cette phrase qui est très connue en mode, qu'est-ce que ça dit déjà ? Je me suis fait seule. Self-made. I'm like, self-made, like. Seul, tu peux rien faire tout seul, en fait. Tu peux rien. Et souvent, on a tendance à minimiser même l'apport que les gens ont dans notre vie. C'est-à-dire que même un petit conseil, une personne que tu as rencontrée tel jour ou tel jour, ce qu'elle t'a donné, ce qu'elle a pu t'apporter, c'est déjà énorme, en fait, parce que tu te rends pas compte à quel point ça peut même t'aiguiller dans ton business et là où tu vas, tu vois. Et justement, en parlant de ça, j'écoutais un podcast, faut que je me rappelle du nom. Bon, je me rappelle plus du nom, mais c'est pas ça le plus important. C'est l'importance d'avoir un mentor. On explique souvent que quand tu es entrepreneur, tu vas toujours atteindre certains paliers. Et tant que tu n'auras pas une personne au-dessus de toi qui va te pousser justement à faire mieux, tu auras tout simplement du mal à évoluer et parce que tu n'es pas conscient vraiment des capacités que tu as. Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était il y a 4 ans. J'avais un studio de maquillage et coiffure au Canada. Je vivais au Canada. Et je me suis retrouvée dans une situation où, comme j'étais pas dans une ville qui était super grande, j'étais à Ottawa, c'était la capitale. Bon, il y a quand même 2 millions d'habitants, mais la ville n'était pas super grande. Et quand tu fais maquillage, coiffure, tu es une femme noire, la plupart de tes clientes, ce sont des femmes noires. Donc déjà, ça réduit un peu le nombre de clients et la démographie, quoi, tu vois. Et je me suis retrouvée en fait à atteindre un palier où en fait j'avais l'impression que je pouvais pas aller plus haut, je pouvais pas faire plus en fait, mais je me contentais de ça. Parce que je me disais, bon, écoute, je gagne bien ma vie, je m'en sors bien, je fais mon make-up, je me lève le matin et je fais mes cheveux. Qu'est-ce qui pourrait... je vois pas qu'est-ce qui pourrait me faire sortir de là, en fait. Mais je ressentais toujours ce truc en moi de...
il y a mieux, j'aspire à mieux, mais j'arrivais pas à justement me sortir de cette zone de confort parce que chez les entrepreneurs aussi, il y a la zone de confort et j'arrivais pas à m'en sortir pour aller en fait chercher ce que je voulais en fait qui était plus haut en fait, tu vois. Et c'est là que du coup, j'ai commencé à me tourner vers mes aînés. Et ça m'a vraiment aidé justement de me tourner vers mes aînés parce qu'ils m'ont donné des conseils pour faire mieux tout simplement. Et par exemple, même pour commencer ce podcast, tu vois, ça vient vraiment des gens qui m'entouraient, tu vois. Donc, l'importance de demander des conseils et de bien s'entourer. On se fait jamais seul. Ton personal branding, parce que quand on te voit sur les réseaux sociaux, directement, je pense que tout le monde l'a remarqué, on ressent vraiment cet aspect-là de femme entrepreneur, femme mature, femme accomplie et c'est beau à voir, mais comment on fait justement pour travailler son branding sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il ne faut pas poster et qu'est-ce qu'il faut poster? Comment tu fais le tri pour pouvoir toujours rester dans ton image en fait? Alors, il y a une citation, je vais dire, qui dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ceux qui connaissent ceux qui ont la ref ont la ref. Mais voilà, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est un peu comme ça que je vois ma manière de publier sur les réseaux sociaux. Depuis le début, j'ai toujours voulu poster des choses qui puissent être utiles aux autres. Je n'aime pas partager juste pour partager ou partager des choses qui sont vides de sens ou qui n'ont pas de sens pour moi ou qui ne peuvent pas avoir de sens pour les autres. Donc voilà, moi, un des mots que j'aime beaucoup qui est dans le branding, c'est le terme intentionnel. Donc, très moi, important. Je suis très intentionnelle dans tout ce que je fais et forcément dans ce que je publie. Pour moi, tout doit avoir un but. Si ça n'a pas de but, je laisse, je dépose. Ça sert à rien d'aller plus loin, en fait, je le garde pour moi. Donc ça veut dire que sur les réseaux sociaux, je peux poster tout ce que je veux en soi. Okay. Mais je vais poster uniquement ce qui va être utile à ma communauté, ce que je vais désigner comme ayant tel but. Donc voilà, quand on a un personal branding, quand on est on veut développer son image de marque personnelle, eh bien il faut savoir en fait qu'est-ce qui est en alignement avec l'image que je veux renvoyer. Et du coup se concentrer sur publier uniquement les choses qui sont en alignement avec l'image que je veux renvoyer. Et par exemple, moi un truc que je posterais pas forcément sur les réseaux, c'est, je sais pas, moi, en maillot de bain à la piscine, au bord de la plage, etc. Alors, ça veut pas dire que... Parce que du coup, il y a des personnes qui pensent que parce que tu publies pas, ça veut dire que tu ne fais pas forcément ou que tu vas pas. Par exemple, je sais que mon contenu il est très orienté vers l'entrepreneuriat, vers la productivité, etc. Et parfois, il y a des personnes qui pensent que je me détends pas forcément. Mais c'est juste que c'est pas des moments que je veux partager autant que les moments où je travaille, où je suis productive, parce que du coup, ma page et mon branding tournent autour de ça. Donc forcément, ces moments-là, je vais capitaliser dessus. Mais quand je me détends, bon, je vais pas faire un live de moi assise au bord de la plage. Ouais, en train de siroter ton... Exactement, parce que c'est pas mon branding. Il y a des personnes, c'est le contenu qu'elles souhaitent partager. Voilà, elles souhaitent vraiment pousser les gens à avoir des moments de détente et tout. Moi, c'est pas forcément mon contenu. Ou si je le partage, par exemple, si je partage moi en train de me détendre, c'est pour montrer que, les amis, il faut être il faut se détendre. Il faut aussi se détendre. On travaille beaucoup, mais il faut aussi doser, avoir des moments. Voilà. Donc moi, c'est toujours comme ça que je perçois en fait tout ce que je partage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment partager des choses qui sont en alignement avec l'image qu'on veut renvoyer, le message qu'on veut transmettre. Parce que il faut être intentionnel dans tout ce qu'on fait. Ouais. Exactement. Mais du coup, pour les proches, ceux qui te suivent dans ta famille, tes amis proches, c'est comment? T'as un Instagram privé? Alors, j'ai pas d'Instagram privé. J'ai une story privée, mais je ne l'utilise pas vraiment. Donc, tes réseaux sociaux, c'est vraiment pour ton travail, en fait. C'est ton outil de travail. Ok, d'accord, je comprends parfaitement. Ok, franchement, moi, je pense que je suis d'accord avec toi quand tu as dit que tout ce qu'on poste, en fait, doit être utile. Voilà, parce que moi, je fais la distinction. Du coup, moi, par contre, j'ai mon Instagram privé et mon Instagram professionnel, du coup. Et c'est vrai que je regarde le type de contenu que je mets quand c'est juste moi, mes amis, tout ça. Et quand ce sont les gens de ma communauté, la différence, elle est... Le message que je veux faire passer n'a absolument rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Mais parfois, j'ai l'impression... Je ressens ce truc où parfois, j'ai l'impression que je me perds. Ou c'est vrai que je suis moi-même dans la vie de tous les jours, etc. Mais que c'est vrai que sur mon Instagram professionnel, il y a quand même une censure. Il y a des choses que je vais pas faire, il y a des choses que je vais pas dire parce que j'ai l'impression que ça va pas toujours coller avec une image de marque, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que
l'image de marque, elle corresponde et elle soit authentique à exactement ce qu'on est à l'intérieur. Parce que c'est pas facile, tout le monde ne peut pas se lever et dire aujourd'hui je suis entrepreneur, voilà, je me sape maintenant en costume et puis c'est moi, quoi. Parce qu'il y en a qui ne sont pas ces gens-là. Exactement. Bah, en fait, il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même parce que sur les réseaux sociaux, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui portent un masque. Mhm. Et quand tu portes un masque, forcément, il y a un moment où tu dois déposer le masque. Mm. Et du coup, quand tu déposes le masque, même quand le masque tombe, on voit tout ce que finalement, On avec voit ce n'est pas exactement. exactement l'image que tu souhaites renvoyer. On parlait d'image et justement de personal branding, mais le personal branding, c'est d'abord toi. C'est personal, tu vois. Mhm. C'est qui tu es. Et donc, vraiment, le plus important, c'est de toujours rester soi-même. Moi, aujourd'hui, je parle beaucoup de productivité, d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, c'est dans mon sang. Mhm. Moi-même, quand je suis en blazer, je ne fais aucun effort. Parce que C'est je suis comme sans ça forcer, sans naturellement, en fait. forcer. C'est ça. Mhm. Même quand je vais en cours simple, d'ailleurs, c'était tout le temps ce que mes camarades de classe me disaient, même mes professeurs. Ah, Rachel, toi, tu es toujours habillée de manière professionnelle. Mais c'est comme ça, même en dehors des caméras, en fait. Est-ce que Mhm. si on éteint les caméras, est-ce que tu es pareil? Mhm. C'est plus ça. Après, quand je disais qu'il fallait être sélectif dans ce qu'on partageait, même si on est sélectif, il faut toujours rester soi-même. Ça veut dire que même si, voilà, tu as un côté très pro, etc., mais que dans la vraie vie, tu es quelqu'un de, je sais pas, qui est très, très drôle, qui aime faire des blagues, etc., mais il faut rester toi-même. Tu as le droit d'être pro et de faire des blagues en même temps, tant que, voilà, tout est cohérent, entre Oui, oui, guillemets, tu vois, oui. que les gens te prennent toujours Au au sérieux quand sérieux. même. Et voilà, donc c'est vraiment important de rester soi-même. Voilà, faut rester en alignement avec soi-même, ses valeurs, tout ce qu'il y a à l'intérieur, avant de vouloir arborer une image extérieure. L'image que tu renvoies à l'extérieur ne doit être que le pur alignement avec ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi et ce que tu es naturellement. Mhm. Donc, du coup, à quel moment, parce que du coup, tu as bâti ta communauté petit à petit, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte qu'en fait, OK, là, tout ce que je fais, ça influence les autres qui sont autour de moi? À quel moment tu t'es dit, waouh, il y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui vont être inspirés par ce que je fais, et il y a des gens qui vont peut-être vouloir reproduire ce que je fais et j'aimerais leur apporter quelque chose. Donc, c'était quand cette réalisation-là? Comment tu l'as pris et comment tu t'es senti? Alors, moi, je pense que je m'en rends pas toujours compte, hein. Enfin, moi... Jusqu'à aujourd'hui, c'est... Ah non, non, moi, honnêtement, il n'y a pas eu de moment de Mhm. grosse prise de conscience, on va dire. C'est plus au quotidien ou dans les événements, lorsque je rencontre des membres de ma communauté, donc des personnes qui me suivent à la base en ligne et qui viennent aux événements, qui échangent avec moi, etc. C'est le fait de vraiment voir les personnes en vrai où je me dis, ah ouais, tout est parti des réseaux sociaux. C'est là Et que je me voilà dis, waouh, maintenant. c'est incroyable le pouvoir des réseaux sociaux. Moi, de toute façon, je prône toujours à quel point les réseaux sociaux ont beaucoup de pouvoir depuis très 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 longtemps. Je pense que vraiment les réseaux sociaux, c'est des outils qu'il faut absolument maîtriser parce que c'est des outils de communication d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Exactement. Dernièrement, si on doit parler d'actualité, en France, voilà, il y a les élections. Du coup, la personne qui était en tête, elle a notamment été en tête, moi je pense en partie grâce à toute Oh, à sa sa stratégie de communication. communication Mhm. bien sûr sa communication sur les réseaux sociaux. Et donc, forcément, ça fait réaliser beaucoup de choses parce que là, c'est à une échelle où ça touche vraiment tout un peuple, toute une nation. Mhm. Et c'est là qu'on peut voir à quel point ça peut avoir du pouvoir. Donc, moi, depuis très, très, très longtemps, depuis le début, hein, depuis que je me suis lancée, je sais à quel point les réseaux sociaux, ça peut avoir vraiment une puissance. Et du coup, ouais, non, c'est vraiment quand je rencontre en vrai, en présentiel, les personnes qui me suivent, etc. Ou même, il y en a, des fois, elles ne me connaissaient pas. C'est juste des amis qui les ont invités à un événement et tout. Et du coup, elles me rencontrent et tout pour la première fois. Je me dis, waouh, c'est C'est fou incroyable. ça. Mhm. Et après, je pense qu'il y a aussi mes parents. Mes parents qui m'encouragent beaucoup dans ce que je fais et qui me rappellent parfois à quel point voilà, enfin, quand il faut bien me motiver ou me remettre un peu droite dans mes bottes, qui me rappellent que Rachel, il y a des personnes derrière toi, etc. Ou même quand voilà, tu passes par des moments difficiles et tout, qui me rappellent que voilà, il y a d'autres personnes derrière moi. Mais moi, je suis l'aînée de ma famille. Je suis Mhm. l'aînée de mes frères et sœurs. Et donc, du coup, déjà, de par cette position d'aînée, tu as T'as, déjà t'as une une certaine responsabilité, responsabilité. ouais, c'est Donc, clair. du coup, mes parents, ils viennent rajouter encore du beurre en disant que Mhm. Rachel, non seulement il y a tes frères et sœurs, il y a tous les gens qui te suivent aussi. Et... Donc, du coup, oui, mes parents me rappellent aussi souvent ça, parce que moi, franchement, des fois, je me rends pas compte, hein. Moi, je fais mes stories, Mhm. je fais mes Mais... vidéos et tout. mhm. Mais voilà, des fois, c'est vraiment
en présentiel que tu te souviens que, ah ouais, C'est ça c'est qui est réel, là, en quoi. fait, c'est Ouais. réel, ouais. Mm. Et du coup, ton premier, on va dire ta première, pas conférence, événement, mais quand tu as commencé à parler en présentiel, ton premier événement que tu as organisé, comment tu te sentais quand tu as fait ton premier événement, que tu t'es retrouvé face à ces gens-là, en fait, qui, ben, c'est les réseaux sociaux qui se matérialisent, en fait, dans la vraie vie, et tu te rends compte que, waouh, j'arrive à remplir quand même, on est là, on est plusieurs, il y a des gens qui sont venus pour me supporter pour de vrai, genre, c'est quoi ce sentiment, comment tu te sens, c'est accomplissement, gratitude, comment ça se passe en fait à ce Mm. moment-là? Oui, alors du coup, forcément, c'est toujours déjà beaucoup de gratitude. Parce que franchement, quand tu fais un événement, tu balances une affiche sur les Et sur réseaux. les réseaux C'est sociaux, et pas puis obligé tu que les pries gens y seulement le viennent, hein. Seigneur, ouais. C'est ça, c'est pas obligé que les gens puissent venir. Donc c'est déjà premièrement beaucoup de gratitude. Et franchement, franchement, moi, je reste toujours, je dirais, gloire à Dieu. Les gens sont venus, on est tous là et tout. Franchement, gloire à Dieu parce que, ouais, s'il devait y avoir personne, il y a aussi y avoir personne. Et Mhm, c'est mhm. vraiment, c'est une grâce. Donc, du coup, je suis toujours très reconnaissante à chaque événement, à chaque rencontre qui est organisée. Je suis toujours très reconnaissante. Du coup, l'une des premières rencontres que j'ai organisées en présentiel, c'était en 2018. Oh, waouh, en plus. Et j'ai encore la photo. C'était un partage biblique que j'avais Oh, organisé waouh! avec des jeunes femmes. Je crois qu'on était une trentaine. Donc, en termes de logistique et organisation, je connaissais rien à l'organisation d'événements. Je savais même pas que ce que je faisais, ça s'appelait, voilà, c'était de Organiser. l'événementiel. Maintenant, on dit, oh, événementiel et tout. C'est très fancy et tout. Mais à Mhm, l'époque, moi, j'ai juste fait mon affiche, j'ai mhm. partagé. Et voilà, et on s'est retrouvés là et tout. C'était au Jardin du Luxembourg. Et C'était en plein air du coup? ouais, c'était en Oh, plein air. waouh, nice! Du coup, voilà, enfin moi je me rendais pas forcément compte de De ce que, l'importance voilà, de que. l'ampleur de ce que j'étais en train d'organiser et tout. Mais ouais, en tout cas c'était en 2018 et après le premier à l'international c'était en 2021 où Mhm, j'ai fait du coup un meet-up à Dakar et à Abidjan en juillet 2021. mhm. Et pareil, ça, du coup, c'était à distance. J'ai juste mis l'affiche, le lien d'inscription et tout. Voilà, tout est parti comme ça. Ouais. Et du coup, en parlant en parlant de l'Afrique, ton réseau intentionnel, il s'étend jusqu'à là-bas. Je pense que tu étais au Togo, à Dakar, à Abidjan aussi. Alors, c'est quoi en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce retour? Parce que du coup, après la YouTube, tu multiplies les business, tu multiplies les idées, tu multiplies les projets. Qu'est-ce qui te pousse à porter tes yeux vers l'Afrique? Alors, pour moi, c'est premièrement mes racines. Donc, il faut savoir que je suis née au Congo, à Brazzaville, et que j'ai passé une partie de mon enfance là-bas avec mes grands-parents. Et j'ai toujours gardé un très bon souvenir en fait de mes années de vie passées là-bas. Mhm, Et pour moi, ça a toujours été dans ma vision, mes projets futurs que de mettre en place des choses en fait en Afrique, d'avoir un impact là-bas, etc. Donc du coup pour moi ça a toujours été c'est dans les plans, quoi. toujours été Mhm. dans mes projets même quand du coup j'étais venue en France et que bah, j'ai vécu et grandi ici, étudié ici et tout. Donc bah quand le moment s'est C'est présenté présenté. pour pouvoir Mhm. partir en Côte d'Ivoire et au Sénégal, bah, je suis partie, j'ai découvert un peu comment les choses se passaient là-bas, parce que du coup, je suis pas du Congo, je Du suis pas du Sénégal. Sénégal Mhm. et de la Côte d'Ivoire. Mais voilà, j'ai découvert comment les choses se passaient là-bas, le climat du pays, euh, les dynamiques Mhm, des mhm. deux pays. Et finalement, bah, après les premiers voyages que j'ai effectués là-bas, donc au moment de mettre en place les intentionnels, bah, c'est tout naturellement que j'ai voulu aussi implanter les intentionnels là-bas, parce que du coup, j'avais vu en fait qu'il y avait beaucoup de personnes de ma communauté qui étaient Basé dans là-bas. ces pays. Ok, waouh. Donc, du coup, voilà, et le fait aussi d'avoir d'abord été là-bas une première fois, ça m'a facilité, on va dire, le processus pour lancer dans ces pays-là aussi. Ok, ok. Ouais, parce que c'est vrai que moi, de base, j'avais pas. Moi, je suis née à Paris, sauf que j'ai fait mon lycée au Gabon parce que je suis gabonaise. Et après avoir fait mon lycée au Gabon, je suis partie vivre au Canada. Du coup, j'ai fait 7 ans au Canada. Du coup, quand tu regardes un peu ma vie dans son intégralité, j'ai passé plus de temps en Occident que en Afrique. Du coup, j'avais pas encore cette vision de
retour en Afrique, en fait. C'est quelque chose qui s'est fait petit à petit, et même pas forcément retour, juste là, présent, l'instant présent, justement, commencer à se diversifier, et même si on est là, avoir toujours un œil à la maison, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment grâce c'est grâce à vous, les créateurs de contenu, déjà. On a commencé à vous suivre, notamment, j'avais commencé, c'était il y a très très longtemps, c'était Philippe Simon, Investir au pays, qui petit à petit avait commencé à un peu me donner des idées, AgroBabe aussi. Et il y a, je pense, 4 mois, du coup, je me suis dit, écoute, là, je déménageais du Canada, je vais partir à Abidjan, parce qu'à Abidjan, c'est dès qu'on veut un peu faire le business, ça devient le hub. Voilà, Voilà. tout le monde se dit, bon, on se lève, on part à Abidjan, tu Abidjan. vois. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais aller à Abidjan, je vais voir un peu comment ça se passe et tout, et je vais pas te mentir, j'ai pris une claque. C'est-à-dire que j'ai pris une grosse claque. Je me suis rendu compte que quand même, quand tu vas en Afrique, c'est bien d'avoir... J'allais pas forcément pour ouvrir ou créer quelque chose. Je voulais vraiment voir et tout. Mais le networking est très, très, très important. Que ce soit même pour s'installer, que ce soit pour le tourisme, que ce soit juste pour faire une journée, une escale, etc. Quand tu vas dans un pays d'Afrique, on est toujours en fait à ce niveau-là où tu as besoin d'avoir quelqu'un sur le terrain que tu connais. Tu peux plus te pointer, tu peux pas te pointer comme ça et puis tu connais rien. Tu veux découvrir tout sur le tas comme dans l'émission là, J'irai dormir chez vous là. C'est totalement impossible en fait. Et du coup, ça m'a pris une grosse claque. Ça n'a pas été facile parce que ça faisait longtemps que j'étais pas rentrée en Afrique. Je pense 7 ans que j'avais pas mis les pieds en Afrique noire en tout cas. Et juste se réadapter la culture, reprendre ce mindset de comment les gens réfléchissent, tu vois, même quand tu marches dans la rue, même s'habiller tout simplement, être en phase en fait avec la population et les gens, c'est quelque chose qui m'a demandé plus d'efforts que je le pensais parce que je me disais, bon, je suis noire, je viens d'Afrique, j'arrive, tout va se passer tranquillement. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit qu'en fait, je devais arrêter moi-même d'idéaliser le retour en Afrique, que voilà, non, il n'y a pas de souci. S'il y a un problème en France, on est là, on prend notre avion, on part. Non, il y a une organisation qui se fait. Voilà. Et quand on est entrepreneur, voilà, il faut prendre le temps de bien faire les choses et de faire un voyage au préalable pour un Mm. peu voir comment ça s'y passe, quoi. Parce que on se lève pas un matin et puis on prend ses affaires et on organise quelque chose, quoi. Ah non, mais ça, c'est clair. Franchement, aller en Afrique, rien que juste en observation, ça rend humble. Ça rend vraiment Exactement. humble parce que parfois, du fait qu'on a vécu en Occident, des fois, on peut un peu penser que on connaît plus de choses, que Exactement. nous, voilà, on a un peu plus de... Nous, on a fait plus d'études, Mhm. voilà, on a travaillé dans des On environnements connaît la différents. technologie. Exactement. Alors que non, en fait, il faut venir et tu t'assois d'abord, tu observes Mm. comment est-ce que les gens fonctionnent et surtout, tu construis ton réseau. Parce que comme tu l'as dit, en Afrique, vraiment, une des choses qui est très, très, très importante, c'est le réseau. Tu peux pas arriver un matin comme ça et puis tu fais tes choses. Non, il faut connaître les gens. Peu importe ce que tu veux faire, il faut connaître les gens. Et c'est là que tu vois, en fait, à quel point, en Afrique, c'est encore très présent le fait que mais tu as besoin des autres pour faire ce que tu as besoin de faire, peu importe ce que c'est. Tu as besoin des autres. Alors du coup, ça peut avoir ces côtés un peu extrêmes Mhm. où des fois on va te bloquer à Parce que tu n'as l'administration pas publique le... parce que tu n'as pas Hey, tel contact. on te demande c'est qui ton parent et puis tu sais Exactement, on pas te quoi demande ton répondre. nom. Hey, Tu es de quelle tu es de voilà, quelle tu es de quelle ethnie? ethnie. Du coup, là, il y a un peu les côtés extrêmes, mais d'un autre côté, ça nous pousse vraiment aussi à aller vers l'autre, à sortir de notre zone de confort, parce que du coup, finalement, en Occident, c'est des styles de vie qui sont très individualistes, beaucoup plus individualistes en tout cas qu'en Afrique, alors que Exactement. en Afrique, ça a toujours été comme ça, en fait, la vie en communauté et le fait que tu as besoin de X, Y, Z pour faire quelque chose. On a toujours vécu en communauté, la famille, c'est très important, l'entourage, c'est très important, les gens que tu connais, c'est très important. Donc du coup, quand on revient, on voit vraiment à quel point c'est très prégnant. Et oui, franchement, le retour en Afrique, ou en tout cas le fait d'avoir un impact en Afrique, de mettre en place des choses, je pense que c'est très important en tant que enfant du continent, entre Exactement. guillemets, parce que moi je pense qu'on a vraiment un peu ce devoir, parce que si c'est pas nous, qui d'autre va le faire? Parce que du coup, Exactement. on est les premiers à dire ah mais l'ingérence des étrangers et tout dans tel pays Mhm. d'Afrique, etc. Mais si les étrangers s'ingèrent, c'est qu'en fait il n'y a pas encore C'est que c'est vide en voilà, c'est fait. ça, c'est que les terrains sont là, tout est vierge et tout est à faire. Donc, du coup, c'est à nous aussi de nous lever, de bâtir des choses, de mettre en place des choses sur le continent, justement, pour avoir un impact. Et après,
Moi, c'est justement de par les différents voyages que j'ai effectués ces 3 dernières années, du coup, entre 2021 et 2024, que j'ai vraiment pris davantage de recul sur le retour en Afrique, puisqu'on va dire qu'avant que je puisse faire mon premier voyage en Sénégal et Côte d'Ivoire en 2021, j'étais très en mode, ah non, mais faut absolument rentrer, aller s'installer. Genre, après les études, on travaille un peu et puis on va s'installer On achète sa directement, maison, etc. tout Voilà, c'est ça. ça. Et je me suis rendu compte que non, en fait, c'est pas forcément en étant sur place que nécessairement je vais avoir le plus d'impact. Il y a des personnes qui ne vivent pas forcément sur le continent, mais de par ce qu'elles entreprennent ou de par ce qu'elles mettent en place, elles ont beaucoup d'impact à créer de l'emploi, etc. Donc du coup, moi, j'ai vraiment eu en fait un peu cette transition de, ok, oui, j'aime l'Afrique, etc. Mais ça veut pas forcément dire que je dois absolument m'installer, plier bagages et tout, parce que pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment des vrais ponts à faire entre la diaspora et le continent africain. Et c'est vraiment pas à négliger parce que nous, on a des choses à apporter, les locaux ont aussi des choses à nous apporter. Et du coup, il faut vraiment créer ce pont entre les deux pour Que ça contribuer tous en fonctionne, ouais. fait au développement de notre continent. Ouais. Exactement. Non, mais tu as raison. Et du coup, toi en Afrique, alors, qu'est-ce que tu as de prévu? Qu'est-ce que tu te vois accomplir in the motherland? Alors, bon, en tout cas, la vision que je partage publiquement, c'est le simple fait que je souhaite avoir un impact sur le continent africain. Mhm. Après, impact, ça veut dire beaucoup de choses. En tout cas, un impact positif. Laisser quelque chose qui pourra vraiment aider d'autres personnes. Et après, bon, les détails là, On va pas trop voilà. rentrer dedans, voilà. Mais en tout cas, l'idée derrière tout ce que je veux faire par la grâce de Dieu en Afrique, c'est vraiment d'avoir un impact positif. Voilà, et petit à petit, les projets se construisent. Et j'imagine que quand ça va péter, on sera là, on verra ça sur les réseaux sociaux. Ok. Et continue comme ça. Franchement, continue comme ça. Merci beaucoup. Alors, du coup, on va passer par... j'ai mon petit beauty minute là que j'aime bien faire. Du coup, je t'explique un peu le contexte, un peu comment ça fonctionne. C'est que je vais te donner 4 différentes mises en situation. D'accord. Et avec 4 différentes questions. Et tu devras me dire, en gros, comment tu vas t'habiller, te maquiller, quels sont tes accessoires phares pour ce que tu auras à faire ce jour-là. D'accord? C'est bon? Ok. On commence? Ok, parfait. Alors, première question. Aujourd'hui, tu dois te pitcher devant un investisseur super important qui va investir dans un de tes projets. Qu'est-ce que tu vas porter? Ça va être quoi ton habit phare que tu vas mettre? Je vais mettre un tailleur noir, un débardeur blanc et des escarpins noirs. Des escaliers. Ok, d'accord. Tu avais déjà ta vision, tu sais exactement quand. Ok, parfait. Deuxième point. Tu es en Afrique. On va dire que tu vas visiter un terrain. Mais dès que tu termines de visiter le terrain là, tu dois aller à un rendez-vous d'affaires pour rencontrer d'autres entrepreneurs, etc. Ça veut dire que tu pars, tu dois quand même être apprêté, tu dois quand même être maquillé. Mais voilà, tu es sous le soleil, tu marches quand même dans la chaleur. Quoi, et après, tu dois te retrouver quelque part. Routine make-up, comment tu fais? Routine make-up, alors je vais partir sur un maquillage léger. Si je suis en Afrique, voilà, je vais partir sur un maquillage qui va faire en sorte que je vais pas trop transpirer ou que ça va pas couler ou autre. Je vais pas faire un full face. Voilà. Et puis, étant donné que c'est une rencontre entre entrepreneurs, tranquille. Et qu'en plus, avant ça, il y a visite de terrain. Donc, voilà, faut marcher, etc. Donc, voilà. Maquillage simple, léger, soft. Voilà. Pas un full face et tout. Simple et efficace. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Ok, troisième mise en situation. Aujourd'hui, tu te lèves. C'est une journée qui est assez chill. Tu as juste un rendez-vous avec les intentionnels. Voilà, vous allez peut-être faire un brunch, manger quelque chose, etc. Et c'est en soirée. Qu'est-ce que tu vas porter comme chaussures pour te sentir féminine, élégante et passer un bon moment avec tes copines? Je vais porter des escarpins pas trop hauts. Ok, Voilà, pour être à l'aise. pas trop hauts, qui s'attachent souvent. Pas des escarpins qui sont vraiment. Genre... Ceux avec ici, là, on peut serrer, quoi. Voilà, okay. c'est ça. Des escarpins mignons, pas trop hauts, juste pour. Pour être à l'aise et puis élégante. Et puis, ok, super. Ok, maintenant, alors, on va dire que tu as une conférence. Et du coup, tu es intervenant, tu vas parler devant un public. Ça va être quoi ton accessoire? Du coup, pas un vêtement, pas un maquillage. L'accessoire qui va justement, un ou plusieurs accessoires qui vont justement booster ta confiance en toi et te mettre à l'aise lorsque tu vas parler. Ma montre. Intéressant. Pourquoi la montre? Pour moi, la montre, c'est une marque un peu de sérieux. D'accord. Parce que pour moi, une personne qui a une montre, c'est une personne qui fait attention quand même à son temps.
Et pour moi, il faut montrer ça, en fait, en tant que personne. Souvent, quand je sors pas avec ma montre, même dans la vie de tous les jours, je me sens très mal à l'aise. Je me souviens qu'une fois, je suis même remontée chez moi, rebrousser chemin pour aller chercher Pour ma aller. montre Waouh! parce que je l'avais oubliée. Vraiment, pour moi, c'est la Un montre. indispensable, en Ouais. fait. Waouh! Et le collier, comme deuxième accessoire. Les colliers que je porte ont toujours beaucoup de signification pour moi. C'est souvent des présents de mes proches. Donc, du coup, quand je les porte, voilà, ça me rappelle mes proches qui me soutiennent et tout. Donc, voilà. Ah, Montre et super. collier. Du coup, il y a souvent ce sont des cadeaux ou des choses comme ça. Exactement. Ok, du coup, il y a cet attachement émotionnel en fait avec le bijou qui fait que tu vas te sentir aussi mieux. C'est vrai que moi, j'ai remarqué que beaucoup de bijoux que j'ai, quand ce sont des gens qui sont proches de moi, qui me les ont offerts, quand je vais les porter, je vais toujours... c'est comme si l'amour en fait que ces gens me portent là, c'est avec moi en fait. Ça me donne comme une force pour faire ce que j'ai à faire. Ok, ben merci beaucoup. C'est la fin de notre petit Beauty Minute. Moi, si je devais retenir une chose de toi, c'est vraiment ta pluralité. Parce qu'on voit à quel point, en fait, tu as la possibilité de toucher à tout. Tu as enfin, tout ce qui, bien sûr, rentre dans ta vision. Tu as cette possibilité-là de toucher à tout et d'être présente, en fait, et de te donner, comme tu dis, à 100% à chaque fois que tu vas commencer un projet. Et je l'ai vu, du coup, à la conférence où j'ai assisté, l'audace de se lancer, qui était vraiment extrêmement enrichissante. Et j'ai eu la chance, d'ailleurs, de rencontrer Mommy Ruth, qui nous a fait un prêche, vraiment, qui nous a galvanisé dans la salle. Donc, déjà, merci beaucoup, Mommy Ruth, dédicace. Et juste de voir ça, en fait, ces accomplissements-là, franchement, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau et je sais que ça inspire beaucoup de personnes. Donc, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup, même sur les réseaux sociaux, de nous donner de la force à tous, de continuer nos projets. J'ai adoré passer ce moment avec toi. Et franchement, merci beaucoup d'avoir été présente pour mon premier épisode. Voilà, c'est vraiment une chance. On a Rachel Rickson sur notre premier épisode du podcast. Donc, voilà, j'espère qu'on va se revoir. Peut-être même dans le podcast quand les choses vont encore évoluer, tu vois. Et merci encore à toi. Je Voilà. t'en prie. Merci. Bye tout le monde. Bye.